Monseigneur, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci de me passer la parole. Alors, le comte de Chambord, dont je vais vous entretenir bien évidemment en ouverture de ce colloque, le comte de Chambord, malgré beaucoup d'écrits à son sujet, malgré tout ce que lui-même a pu écrire comme lettres, surtout comme manifeste au peuple français, malgré de nombreuses biographies qui lui ont été consacrées, le comte de Chambord demeure un inconnu. Demeure méconnu, pourquoi? Pour trois raisons. Méconnu parce qu'il n'a pas régné, méconnu parce qu'il a connu l'exil, un exil très long, une cinquantaine d'années, méconnu aussi, bien sûr, parce que tous ses détracteurs ont bien évidemment tout fait pour effacer son souvenir. La trace qu'a laissée le comte de Chambord, Henri V, demeure cependant à travers la formule fameuse qui résume toute sa philosophie politique. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. Alors certes, en vertu des lois fondamentales du royaume, le principe demeure éminemment supérieur à la personne qui est appelée à incarner ce principe. Mais si le principe demeure supérieur, la personne compte quand même. Et en ce sens, la personne même du comte de Chambord n'est pas rien. À bien des égards, en effet, Chambord peut servir de modèle et de référence. Qui est donc Henri V? Qui est donc le comte de Chambord? Pour répondre à cette question, nous nous attacherons bien sûr à relater les circonstances de sa naissance. Ça sera le premier point. Puis, à travers les différents épisodes de son existence, nous tenterons de définir plus précisément les contours de sa personnalité, d'une part, et pour terminer, les différents aspects de sa formation en tant qu'héritier du trône. Alors, si la Providence semble marquer de son sceau certains événements historiques, la naissance d'Henri V s'y inscrit sans conteste. Comment se présente en effet la question de la succession monarchique à l'époque de la Restauration? Louis XVIII, veuf depuis la mort de Marie-Joséphine de Savoie en 1810, est âgé d'une soixantaine d'années lors de la restauration du trône en 1814. Il s'éteint finalement sans postérité en 1824. Son frère, le comte d'Artois, qui lui succède bien évidemment sous le nom de Charles X, est lui-même veuf depuis 1805. Mais son épouse, Marie-Thérèse de Savoie, lui a donné deux fils. L'aîné, Louis-Antoine, duc d'Angoulême, a épousé sa cousine Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI, la seule survivante de la prison du Temple. Le ménage, malheureusement, ne peut avoir d'enfant. Il reste donc le deuxième fils, Charles Ferdinand, duc de Berry, né en 1778. Et bien évidemment, tous les espoirs reposent désormais sur lui pour donner un héritier à la branche aînée des Bourbons. En 1816, alors que Charles Ferdinand va atteindre ses 38 ans, vous voyez, il est plus tout jeune, Louis XVIII le marie à une jeune princesse napolitaine, une jeune et jolie princesse napolitaine, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Là, la jeune femme va être très rapidement enceinte, mais elle va perdre deux enfants. En 1819, une nouvelle fois, elle est enceinte. Et c'est une fille qui vient au monde, Louise Marie-Thérèse. Vous imaginez, tout le monde est heureux, bien évidemment. Comment se désoler de la naissance des enfants? Au contraire, c'est la joie, mais l'héritier n'est toujours pas là.
Et cependant, Marie-Caroline ne doute pas d'être en mesure un jour de donner un héritier au trône de France. Et c'est alors que survient le drame. Le 13 février 1820, alors que le couple Berry vient de sortir de l'opéra, le duc de Berry est assassiné par un certain Louvel dans des circonstances assez proches de celles qu'a connues Henri IV, assassiné par Ravaillac. Mais cet événement qui retentit comme un coup de tonnerre à la cour de France et dans tout le pays s'accompagne d'une nouvelle quasi stupéfiante. On apprend en même temps que la duchesse de Berry est de nouveau enceinte, car au moment de mourir, son mari lui demande de prendre soin du bébé qu'elle porte en elle. Et plus que jamais, l'espoir renaît, et tout est fait pour que Marie-Caroline, malgré la douleur de son veuvage, puisse mener sa grossesse à son terme. Enfin, le 29 septembre 1820, en pleine nuit, la naissance a lieu au palais des Tuileries. C'est un garçon, alléluia, c'est un garçon et un beau bébé, au dire de tous les témoins. Selon les dispositions prises à l'avance, l'enfant porte les prénoms d'Henri, en souvenir bien évidemment de son aïeul Henri IV, premier des Bourbons, suivent les prénoms de Charles et de Ferdinand en hommage à son grand-père et à son père, viennent ensuite les prénoms de Marie, en rappelant bien sûr le vœu de Louis XIII qui a consacré la France à la Vierge, et enfin le prénom de Dieudonné, là encore pour remercier le ciel de cet auguste présent. Remarquons par ailleurs que la date du 29 septembre, m'appelant Michel moi-même, je suis bien placé pour vous en parler, c'est quand même une date remarquable, et l'on comprendra à quel point la protection divine a pu faire sentir son effet à travers cette naissance. Et le poète Lamartine, d'ailleurs, ne s'y trompe pas en écrivant son ode, qui est resté célèbre, et notamment ces quelques couplets. Il est né, l'enfant du miracle, héritier du sang d'un martyr, il est né d'un ultime oracle, il est né d'un dernier soupir. Mais s'il est des chrétiens qui attribuent de bon cœur cette naissance à l'action de la Providence, eh bien malheureusement il se trouve aussi des opposants au régime, républicains, bonapartistes et autres, voire des contempteurs de la branche aînée des Bourbons, qui eux seraient prêts à en nier la réalité et à crier à la supercherie. Or, vous vous en rendez bien compte, cette naissance revêt une importance politique déterminante et il ne faut pas que subsiste le moindre doute. C'est pourquoi toutes les précautions sont prises pour que des témoins dignes de foi soient à même d'en garantir le caractère naturel. Ne va-t-on pas jusqu'à faire défiler des gardes nationaux dans la chambre de la jeune maman qui vient d'accoucher? C'est extraordinaire. Et on va même demander à un des hommes tout de suite présents, le maréchal Suchet, maréchal d'Empire, duc d'Albufera, rallié à la monarchie, on va lui demander lui-même de couper le cordon. Et que véritablement, toutes les précautions sont prises. Aux Tuileries, au sein de la famille royale, réunie au beau milieu de la nuit, bien sûr, l'émotion est à son comble, la joie déborde. L'allégresse générale n'est, nous disent les témoins, et les historiens et les chroniqueurs de l'époque nous disent que cette allégresse générale n'est pas partagée par certains, et notamment le duc et la duchesse d'Orléans. La branche cadette des Bourbons voit s'éloigner ce jour-là un petit peu son accès possible un jour au trône de France. Alors, le jeune Henri, reçoit de la part du roi, son grand-père, le titre de duc de Bordeaux, en souvenir de la ville de France qui
qui, derrière son maire, Jean-Baptiste Lynch, à l'époque, en 1814, fut la première à acclamer le retour des Bourbons en la personne du duc d'Angoulême, qui a fait son entrée dans cette bonne ville de Bordeaux. Mais d'où vient l'appellation comte de Chambord? Titre de courtoisie que Henri portera d'ailleurs durant tout son exil. L'origine en est toute simple, en même temps que très significative. Grâce à une souscription nationale, de nombreuses municipalités du royaume vont unir leurs efforts pour offrir au jeune Henri le domaine de Chambord, afin, je cite, qu'il devienne un gage et comme un lien d'amour entre lui et les peuples qu'il doit gouverner un jour. De même que sa sœur Louise, son aînée, le jeune garçon, le jeune Henri, est confié aux bons soins de la vicomtesse de Gontaut, une gouvernante toute dévouée et attentive à inculquer aux enfants de France les bases de leur éducation. Alors, le témoignage de la comtesse de Gontaut nous apporte les premières indications, bien sûr, sur le caractère du jeune garçon qui va atteindre à l'époque ses 6 ans d'âge. Je cite ce que nous dit la comtesse. « La générosité et la droiture de Monseigneur le portent à tout prendre au sérieux. Il parle peu de ce qu'il éprouve. Il a beaucoup de sensibilité et aussi sur lui-même un pouvoir remarquable à cet âge. Je l'ai vu souffrir sans se plaindre. Je l'ai vu souvent, au milieu d'une vivacité, être arrêté par un seul regard. Une parole d'amitié calme sa colère. Le mot de justice est un vrai charme pour lui. Je n'ai jamais vu un cœur plus loyal. » Ainsi nous apparaît donc ce jeune garçon, ce jeune prince, plutôt timide et réservé, s'emportant facilement, mais sachant aussi maîtriser son caractère, se distinguant par sa franchise, sa loyauté et son sens aigu de la justice. Et puis Henri, bien sûr, comme beaucoup d'enfants, je dirais comme beaucoup de garçons, se passionne très tôt pour la chose militaire, et en cela, il admire un personnage qui se trouve à ses côtés, le chevalier Joseph de la Villatte, vieux soldat, qui en maintes occasions lui raconte ses campagnes. Bien que le comte de Chambord ait été si souvent outrageusement décrié par ses adversaires, il en est toutefois certain qui se montre assez honnête pour reconnaître ses mérites. C'est le cas de Charles Didier, républicain convaincu, mais qui a manifesté cependant la curiosité de rencontrer le prince et qui fait part de ses impressions. Il nous dit « Tout en lui décèle une grande droiture de cœur et d'esprit, un vif sentiment du devoir et de la justice, uni à l'amour du bien. Sa réserve qui est excessive et qui constitue l'un des traits saillants de son caractère lui fait évidemment tort, en ce sens qu'il a plus d'intelligence qu'il n'en laisse paraître. Ajoutez à cela du bon sens, de la candeur, une grande bonté et une générosité naturelle incontestable. » Didier termine en disant « C'est un honnête homme dans toute la force du mot. » Et puis voici le souvenir que le comte de Chambord laisse à une belle figure d'officier qui m'est particulièrement chère et qui à l'époque n'est que capitaine. Il n'est pas encore maréchal, le maréchal Lyautey, qui rend visite lui-même au comte de Chambord. Et Lyautey qui dit « Il donne avant tout l'impression de vie, de personnalité, d'autorité. Ah, qu'il est loin du Bouddha figé et suranné que d'aucuns pensent. Ne fût-il pas le roi, qu'il serait un homme charmant. » Voilà le témoignage de Lyautey. Alors sans doute convient-il d'ajouter à cette description la dimension religieuse. Et en la matière, vous imaginez que Charles X, bien évidemment, a toujours veillé à ce que son petit-fils soit éduqué par des personnes dont la foi ne pouvait être mise en doute, ce qui était bien sûr le cas des différents gouverneurs ou précepteurs, parmi ceux-ci le baron de Damas, Joachim Barrande, polytechnicien, Monseigneur de Frécinus. Henri était effectivement habité par une foi profonde et nullement ostentatoire.
le pape Grégoire XVI, qui l'a reçu, adressera un courrier à son oncle Louis-Antoine parlant, je cite, « de l'impression produite sur tous par la foi d'Henri, par sa piété, son affabilité, son esprit, son jugement droit ». Ce sont les paroles du pape. Alors, de tous ces traits de caractère, je souhaiterais en retenir particulièrement deux. Premier caractère, le sens de la justice. C'est là, il me semble, une des premières qualités que l'on attend d'un monarque et que l'on attend d'un souverain et d'un roi. Saint Louis, bien sûr, constituant en la matière le modèle à suivre. Et chez Henri, la notion de justice découle tout naturellement à la fois de sa droiture et de sa générosité. Deuxième caractère essentiel, il me semble, le sens de la transcendance. Sens de la transcendance qui donne au roi une juste conception de l'origine et de la nature de son pouvoir. Alliance du trône et de l'autel. Henri déclara à Albert de Mun, « Il faut, pour que la France soit sauvée, que Dieu y règne en maître, pour que j'y puisse régner en roi. » Ce sens de la transcendance l'aidera aussi, bien sûr, à déterminer sa position vis-à-vis des partis, dont il refusera toujours d'être l'otage ou l'instrument, prenant grand soin de se situer au-dessus des factions pour se présenter en tant qu'arbitre, en tant que rassembleur, en tant que protecteur. Et c'est dans le même esprit, le duc d'Anjou nous le rappelait tout à l'heure dans son discours, que Henri ne cessera bien sûr de soutenir le pape et le Saint-Siège, dans une période de risorgimento très, très cruelle pour l'Italie. Enfin, homme de foi, sachant distinguer ce qui peut être du ressort des hommes de ce qui demeure dans la main de Dieu, Henri était naturellement conduit à s'en remettre à la Providence. Aura-t-il trop attendu de la Providence en tant qu'héritier du trône? La question peut être posée, effectivement. Je rappelle toutefois qu'il faisait certes confiance à la Providence, mais il avait aussi un solide bon sens et beaucoup de jugement. Alors, il convient d'évoquer à présent la formation du comte de Chambord, du jeune Henri, et son apprentissage du métier de roi. Formation en l'occurrence indissociable de sa situation d'exilé. Rompant avec une enfance qui, malgré l'absence de son père, semble avoir été relativement heureuse, le jeune prince, âgé d'une dizaine d'années seulement, se trouve plongé dans les remous qui accompagnent l'abdication de Charles X en 1830. Rappelons qu'à cette abdication se joint celle du dauphin Louis-Antoine, duc d'Angoulême, et que le duc de Bordeaux se retrouve bénéficiaire de ces deux abdications simultanées. Abdication décidée par Charles X à la fois pour éviter une épreuve de force qui aurait pu faire couler le sang et pour préserver aussi, bien sûr, le principe de la légitimité monarchique. Alors, au soir du 2 août, la famille royale s'est réfugiée à Rambouillet, entourée de quelques troupes fidèles, et le duc de Bordeaux est présenté à la garde royale qui l'acclame au cri de « Vive le roi !» Il n'a que 10 ans. Simultanément, Charles X a demandé à son cousin, le duc d'Orléans, de prendre le titre de lieutenant général du royaume, d'exercer la régence pour faire proclamer roi le jeune Henri. Le duc d'Orléans se montrera suffisamment habile et cynique, certes, pour donner grande publicité à l'abdication, mais sans jamais mettre sur le trône le jeune Henri, et au contraire, pour usurper
lui-même le trône de France. Alors pour Henri débute un exil qui se prolonge jusqu'à sa mort en 1883, exil en Angleterre, exil à Prague, où il est reçu par l'empereur dans ce beau château du Hradčin qui domine la vieille ville de Prague et la Moldau. Et puis ensuite, la famille royale habitera au château de Kirchberg, au nord-est de Vienne. Elle rejoint en période hivernale Goritz, petite cité du nord de l'Italie, située sur les bords de l'Isonzo, réputée pour la douceur de son climat. Et puis en 1945, Henri, sa tante et sa sœur, accompagnés de quelques fidèles, s'installent à Froschdorf. Froschdorf en allemand, le village du bonheur, au sud de Vienne. Et puis, Henri aussi résidera durant l'hiver un petit peu à Venise, où la dot de son épouse lui permettra de faire l'acquisition d'un palais sur le Grand Canal, le palais Cavalli. Rapidement, quels sont pour Henri les effets et les conséquences de cet exil? Premier effet, la famille royale est accueillie par des souverains étrangers, souverains qui doivent composer bien sûr avec les différents régimes qui se succèdent en France, et la famille royale se doit d'être discrète et de faire preuve de la plus grande réserve. Henri écrit lui-même « Tant que je serai forcé de vivre sur la terre d'exil, il importe essentiellement au maintien de ma dignité que je conserve la plus stricte neutralité. » Aux légitimistes de France qui souhaitent lui voir jouer un rôle plus actif, il répond « Ma position actuelle exige trop de réserve, de prudence et de circonspection pour qu'il me soit permis de donner satisfaction à ses vœux. » En revanche, l'exil ne l'empêche nullement de se préparer à régner. Sans doute même peut-on penser qu'étant placé en retrait du bouillonnement des esprits qui agitent le microcosme parisien, nous dirions à l'heure actuelle l'esprit germano-pratin, n'est-ce pas, l'héritier du trône soit à même de définir sa ligne de conduite avec une plus grande liberté d'esprit et une plus grande clairvoyance. À travers son instruction, la formation qu'il reçoit, Henri met tout en œuvre pour développer les capacités nécessaires à son futur métier de roi. Il a reçu une éducation classique, possède de bonnes notions de grec, de latin, il parle l'anglais, l'allemand, l'italien. En 1938, à 18 ans, il accueille à ses côtés le duc de Lévis, qui jouera un grand rôle dans la formation du jeune Henri. Lévis, qui est un homme encore jeune, qui se distingue quand même par son expérience, son érudition, son ouverture d'esprit, et qui va amener le jeune Henri à voyager. Voyages qui conduiront Henri, bien sûr, en Italie, dans les pays autrichiens d'Europe centrale, en Angleterre, en Terre Sainte, en Égypte, en Grèce. À propos du séjour en Angleterre, Henri de Penne nous précise le double but recherché à travers tous ces voyages. Compléter son éducation en étudiant les mœurs, les lois, les institutions, mettre le plus grand nombre possible de Français, rencontrés bien sûr à l'occasion de ces voyages, à même de le voir, afin que chacun pût l'apprécier et le juger. Henri visite des fabriques, des arsenaux, des chantiers, comme celui du canal de Suez, des champs de bataille, multiplie les échanges aussi bien avec les gens du peuple qu'avec les représentants des cours européennes. Il est curieux de tout, possède une mémoire remarquable et accumule les connaissances sur les grands sujets de société, histoire politique, religieuse, économique, agriculture, artisanat, progrès industriel, conditions ouvrières, sans oublier bien sûr les questions concernant la guerre, la tactique et la stratégie. Quel roi de France n'a jamais accompli pareil périple et accompli pareil apprentissage? Oui, mais peut-on faire remarquer, lui qui vit en exil, que connaît-il de la France elle-même?
Eh bien, rappelez-vous que le comte de Chambord, Henri V, est en liaison, je dirais, quotidienne et permanente avec la France, par toutes les personnes qu'il reçoit. D'abord, il lit la presse quotidienne et il rencontre de multiples Français, légitimistes ou non. Daniel de Montplaisir, dans son ouvrage, fait remarquer que, selon l'agenda du prince, plus de 700 visiteurs se succèdent en moyenne chaque année à Frochdorf. Parmi eux, des aristocrates, surtout de petite et moyenne noblesse, mais aussi des industriels, des négociants, des délégations d'artisans, d'ouvriers, de commerçants, de paysans. Je pense que, demeurant aux Tuileries ou à Versailles, le roi ne serait pas mieux informé de la situation de ses peuples et de l'état de ses provinces. On dit maintenant de ce territoire, quel horrible mot, je préfère le terme de province. Le 27 septembre 1833, au seuil de sa 14e année, et parvenu à sa majorité selon la tradition monarchique, Henri est acclamé par les royalistes français venus à l'occasion le rencontrer près de Prague. Cependant, dans cette situation particulière d'exil, Charles X et le duc d'Angoulême continuent quand même à assurer la continuité dynastique, la royauté d'Henri ne pouvant être, comment dirais-je, effective, affirmée qu'en cas de retour réel sur le trône. Ce n'est donc qu'après la disparition de son grand-père Charles X en 1936, de son oncle le duc d'Angoulême en 1844, que le comte de Chambord, Henri, devient en droit Henri V, chef de la maison de France, succédant à son oncle le duc d'Angoulême, qui lui-même était devenu Louis XIX. Henri s'exprime ainsi dans les courriers adressés à l'époque aux différentes cours européennes. « Je regarde comme un devoir de protester contre un changement qui a été introduit en France dans l'ordre légitime de succession à la couronne et de déclarer que je ne renoncerai jamais aux droits que, d'après les anciennes lois françaises, je tiens de ma naissance. Ces droits sont liés à de grands devoirs qu'avec la grâce de Dieu, je saurai remplir. » Pour tous les légitimistes, Henri, comte de Chambord, devient véritablement alors Henri V. Je rappelle qu'en 1846, il a épousé Marie-Thérèse de Modène, la fille du duc François IV. Malheureusement, le ménage ne pourra pas avoir d'enfants. Dans la fin de sa vie, Henri V va connaître les ultimes occasions de monter sur le trône, notamment, nous en reparlerons sans doute cet après-midi en 1873. Sa générosité naturelle l'aura porté à pardonner à la famille d'Orléans, l'aura porté à recevoir même le comte de Paris le 5 août 1873. Malheureusement, nous en reparlerons sans doute, la fusion, qui était le terme employé à l'époque entre les deux branches, la branche aînée et la branche cadette, cette fusion ne sera qu'imparfaite, ne sera pas véritablement partagée, comme on aurait pu s'y attendre. La question du drapeau, prétexte mis en avant par ceux dont l'intérêt ou l'ambition s'opposait à la générosité d'Henri V, va faire échouer en 1973 une restauration par beaucoup attendue et toute prête de s'accomplir. Mais Henri V, et ses écrits le prouvent, n'abandonnera jamais l'espoir d'une restauration. En 1983, sa santé est un petit peu affaiblie, il est un petit peu corpulent et il a mené à l'époque une cure d'amaigrissement. Il va ressentir les premiers symptômes du mal qui va l'emporter. Il meurt à Frochdorf le 24 août 1883. Les médecins
je fais une petite parenthèse, le président me permettra d'allonger peut-être un tout petit peu mon propos. Je me garde à gauche, ça c'est la prudence militaire, je me flangarde. Pour une fois que je suis à gauche. Profitez-en. C'est une anecdote très curieuse. Les médecins avaient diagnostiqué, quand je dis les médecins, non seulement le médecin attitré de la cour à Frochdorf, mais vous imaginez que Henri V tombant malade, on a appelé tous les meilleurs spécialistes de l'époque. Donc les médecins venus à son chevet diagnostiquent un cancer de la paroi de l'estomac, une tumeur, si vous voulez, à l'estomac. Ils sont d'accord entre eux. Henri V meurt. Son épouse ne souhaite pas une autopsie, ça se comprend, mais le corps va être embaumé et les médecins quand même qui, aussi bien pour la naissance d'Henri que pour sa mort, il faut que les choses soient parfaitement claires pour qu'il n'y ait pas de soupçons quelconques, etc. Donc les médecins en profitent quand même pour pratiquer une autopsie, ouvrent l'estomac et à leur grande surprise, la paroi stomacale est parfaitement saine, aucune trace de maladie, rien du tout. En revanche, ils découvrent avec stupeur que la paroi de l'ésophage est-elle très abîmée par de multiples blessures, certaines cicatrisées, d'autres pas, des espèces de griffures qui effectivement auraient provoqué la mort. Et il n'y a pas à cela de cause naturelle. Voilà. Donc la question reste posée. Comment véritablement est mort Henri V? Alors, 63 ans après la naissance de l'enfant du miracle, le journal Le Gaulois fait paraître ces lignes. Je cite, « Le miracle a pris fin. Monseigneur le comte de Chambord n'étonnera plus que l'histoire. Le voilà dans la tombe, ce prince idéal, qui ne régna pas une heure, mais qui, en 50 années d'exil, ne cessera pas une minute d'être roi. » À propos d'Henri V, une de ses dernières biographes, Christine de Buzon, emploie l'expression de « fier suicide de la royauté ». Sans doute souhaite-t-elle traduire ainsi l'impression première, effectivement, que l'on peut ressentir à voir s'achever comme cela une dynastie. Enfin, je pense quand même que cette formule « fier suicide de la royauté » peut trouver son démenti dans les paroles mêmes, maintes fois prononcées par le comte de Chambord, qui a dit, je vous le rappelle, « Je garde intact le dépôt de la monarchie ». Je vous remercie de votre attention.